présenter une tranche de vie et avec dedans beaucoup d'humain et un petit peu de juridique. Je voulais intituler cela « Chirurgien libéral, le libre choix et à quel prix ?» État des lieux en 2007. En 2007, je rejoins la clinique Esquirol-Saint-Hilaire. Le docteur Laurent Berthoud est déjà présent. Il a un contrat depuis 1996. Je succède au docteur Nourri, associé du docteur Berthoud. Et je pense récupérer dans la succession le contrat du docteur Nourri. Le docteur Marc Sarkissian est déjà présent, avec un contrat différent. Et nous fondons la SCP Berthoud, Flamand, Sarkissian. Les charges de la SCP en 2007 s'élèvent de la façon suivante: redevance 4%, un loyer un peu ridicule pour nous de 400 €, il n'a jamais été réévalué, on le prend en tant que tel. Le ménage à 200 €, divers 150 € par mois. Monsieur Sarkissian, redevance de 8%, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est contractuel. Un loyer de 1200 €, il a un loyer des locaux un petit peu plus grand, mais voilà, ménage de 200 €, divers 150 €. En 2008, commencent les ennuis. La clinique nous dit: nous avons des difficultés financières. Nous répondons: oui, peut-être. L'outil de travail est intéressant. On pourrait devenir actionnaire si vous le souhaitez. On peut vous aider. Ah non, non, on ne veut pas de votre aide, on veut de l'argent. Et on veut récupérer un petit peu sur votre dos, c'est comme ça que nous l'avons vécu, l'argent dont nous avons besoin. Et il va débuter des négociations sur le paiement de l'aide opératoire. Il vaut mieux toujours négocier que de partir au conflit. Et dans les négociations, il y aura premièrement sur le loyer, avec une augmentation de 300% qui nous est proposée, le fait de dire oui, on pourrait être d'accord, mais faites des travaux pour les rendre aux normes de confidentialité, normes d'accessibilité aux personnes handicapées. On ne pouvait pas rentrer dans le bureau avec un fauteuil roulant, avec un brancard. On a dit: vous faites les travaux, nous on paye, il n'y a pas de problème. Le ménage, vous augmentez de 100%, peut-être. Divers 100%, peut-être. Et globalement, c'est vous payez d'abord, on verra après. Donc on refuse. Et là, va se mettre en place ce qui s'appelle la clause compromissoire. Et dans notre contrat, tous les trois, Sarkissian, Berthoud et moi, avant de partir au conflit juridique, toujours essayer de trouver un compromis. Alors la clause compromissoire sera un peu dévoyée, puisque en pratique on devrait faire appel à 2 personnes indépendantes, mais on va se mettre autour d'une table avec des avocats pour nous assister, et on va essayer de négocier un petit peu. Dans les négociations, on va dire OK pour les loyers. Si vous mettez les locaux en conformité, la direction refuse, elle dit payez d'abord, on verra après. Je vais proposer pour les aides opératoires ce qu'on appellera le T3 du TROS. À l'époque, je ne sais pas ce que c'est le T3 du TROS, mais je vais proposer, parce que je l'ai déjà payé ailleurs, le paiement de l'aide opératoire, ce qu'on appelle le coût réel, pour rejoindre la discussion de tout à l'heure, et de dire, moi je consomme de l'aide opératoire de l'heure d'incision à l'heure de pansement, donc vous me définissez un taux horaire, et je vous rémunère votre aide opératoire au tarif en vigueur. Et je suis d'accord, la direction refuse. En fait, c'est une pseudo-négociation que nous avons, car nous nous rendons compte qu'il y a eu en amont des négociations, et là, sans jeter le discrédit sur mes confrères urologues, c'est simplement un process qu'ils ont en place qui est bien connu dans l'ensemble des cliniques au niveau national. Il y a toujours une première négociation avec les urologues, car les urologues ont un chiffre d'affaires qui dépend en majorité de la consultation et accessoirement de l'activité chirurgicale. Donc quand on veut introduire quelque chose dans une clinique, on commence au niveau de l'aide opératoire, on va commencer par discuter avec l'urologue, parce que l'imputation de cette augmentation de charge sera faible par rapport à son chiffre d'affaires. Et on va nous expliquer, vous êtes tous gentils, mais les urologues ont accepté, donc par le principe d'équité, vous devez céder. Et pour le principe d'équité, nous avons répondu, nous sommes pour le principe d'équité, tout le monde paye comme nous, c'est-à-dire rien. Le docteur Berthoud refuse, et à l'époque, je propose même mon départ, ça fait quelques mois que je suis là, je viens de racheter les parts de SCP, j'ai dit écoutez,
moi, je n'ai pas d'obligation, vous me rachetez mes parts de SCP, je vous donne mon préavis contractuel, je m'en vais. La direction refuse. Je dis non, vous restez, vous nous intéressez quelque part, vous êtes un secteur 1, vous ne pouvez pas augmenter vos honoraires pour payer les aides opératoires, donc ces dispositions ne vous concernent pas. Et je reste. Ça sera dit, mais ça ne sera pas écrit, bien entendu, j'étais un peu jeune à l'époque. De 2008 à 2012, va démarrer ce que je vais appeler un véritable harcèlement. D'abord, il y a une facturation qui va se mettre en place sur des éléments qui ne sont pas contractuels. On va nous facturer l'aide opératoire tous les mois. On va nous facturer un loyer augmenté à 300%. Tout va se mettre en place. Et dans le harcèlement, il va y avoir la lettre recommandée que j'aime beaucoup, qui est la lettre recommandée systématique, le jour où vous partez en vacances, que vous recevez chez vous. Et d'autres éléments comme ça qui sont très très bien faits. Et par la technique de l'arriéré, l'intégralité des praticiens de la clinique va signer l'avenant sur les aides opératoires en négociant une réduction de l'arriéré. C'est une trouvaille assez fantastique. C'est-à-dire qu'on prend un médecin, on l'invite dans le bureau et on lui dit, eh bien, écoutez, voilà, vous avez 100 000 euros d'arriéré, on n'est pas méchant, vous payez que 50 000, vous signez l'avenant et c'est bon. Et les médecins, les uns après les autres, devant la lourdeur des arriérés qui montent, ils sont non contractuels, il faut bien le préciser. On vous fait payer une réduction d'arriérés non contractuels et vous cédez sur des éléments non contractuels. Et à l'époque, en 2012, quand nous arrivons en 2012, nous avons un arriéré de 500 000 euros. Voilà. Ce n'est pas une mince affaire. Les avocats nous disent provisionner. Alors, provisionner, c'est facile à dire. Quand on peut provisionner quelque chose, il va avoir un impact sur les URSSAF, sur les impôts, sur tous les éléments, mais provisionner sans que ça n'ait d'impact sur le reste des éléments de notre comptabilité, c'est compliqué. Et les avocats nous disent provisionnez et attendez. Donc on ne provisionne pas et on attend. En 2013, c'est l'année charnière, qui est l'année noire, un petit peu. Au plan humain, elle va être noire, mais elle va tout déclencher. Il va y avoir dans un premier temps l'éclatement de la SCP. Le docteur Sarkissian ne supporte pas, je le comprends, il n'a pas le même contrat que nous. Il va négocier son arriéré et il va quitter la SCP. Le docteur Berthoud va avoir un gros problème de santé, il va faire un arrêt cardiaque devant les urgences, un infarctus massif. Il aura de la chance, il va récupérer intégralement sans séquelles et il y aura quand même un arrêt maladie de 6 mois. Et la clinique continue d'attaquer, c'est-à-dire elle m'attaque, parce que je suis tout seul là maintenant. Et elle m'attaque en me disant, Monsieur Flamand, puisque vous ne voulez pas céder, à partir du mois de septembre, du 1er septembre, et elle l'écrit en lettre recommandée à l'accusé de réception au 1er juillet, on ne vous fournira plus les aides opératoires. Et là, ils ont commis la première erreur. Ils ont commis la première erreur parce que là, notre avocat est très fin et il dit, ah, jusqu'à maintenant, on était allé le voir 10 fois, 15 fois, 20 fois, il disait, écoutez, on n'en peut plus, il faut attaquer, il faut attaquer. Et il nous disait, non, attendez, c'est eux qui sont demandeurs, c'est pas vous. Donc vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et là, il dit, ah, ils ont commis l'erreur. Ils vous ont supprimé ce qui est co-substantiel à votre activité. Si vous n'avez pas d'aide opératoire, vous ne pouvez pas opérer. Et il va attaquer un référé. Il va attaquer un référé pour exécution du contrat. Et le référé va avoir lieu en septembre 2013. La clinique va être condamnée à fournir les aides opératoires pour les docteurs Berthoud et Flamand, avec astreinte financière, s'il n'y a pas exécution du contrat. Réponse de la clinique, elle est obligée d'attaquer sur le fond, c'est ce qu'on souhaitait. On n'en pouvait plus d'attendre avec les arriérés qui montaient. Alors les principes juridiques, tels que je les ai compris, parce que je ne suis pas juriste, mais qui rejoignent un petit peu ce que disait la maître tout à l'heure, le contrat dit que la clinique fournira le personnel en nombre et en qualité, conformément aux normes, pour l'exécution des actes techniques. Le plaignant, c'est la clinique. Elle dit, attendez, ils sont bien gentils, ceux-là. Moi, je leur facture des choses. Ils ne veulent pas payer, mais c'est eux qui sont demandeurs. Donc, ils doivent faire la preuve qu'ils ne sont pas payés pour les aides opératoires par la T2A. Le défendeur, c'est nous, les praticiens. Ben, nous, on se défend, donc on doit faire la preuve qu'on n'est pas payé pour les aides opératoires. C'est la CCAM. Si on est payé, on n'est pas bien.
Les éléments de plaidoirie, alors je vais passer sur les éléments de plaidoirie de la clinique parce que c'est le CLAP, c'est toujours la même chose et ça ne nous intéresse pas. L'NGAP, la première question qu'on s'est posée, parce que quand on arrive en 2015 comme ça au tribunal, la NGAP, j'essaie de me souvenir qu'est-ce qui s'est passé en 2003. 2003, la NGAP s'arrête, on passe à la T2A, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens qu'avant, je cochais des KFA, des KFP, que je cochais des KCC, puis tout d'un coup, ça disparaît. Et je clique dans des lignes, et je clique appendicite, et on me donne un élément. Et je me dis, mais à l'époque, est-ce qu'à la NGAP, est-ce que j'étais payé pour l'aide opératoire? Pour moi, très, très rapidement, la réponse est oui. Est-ce que la NGAP me payait l'aide opératoire? Oui, c'est évident. Il y avait des suppléments KFA, KFB, pour ceux qui les ont connus. Ces suppléments s'appelaient majoration pour rémunération de l'aide opératoire. Donc là, sur un plan juridique, pour le coup, c'est incontournable. Donc, la NGAP payait les aides opératoires. Le contrat est évolutif. Il n'est pas fixé dans le temps. On est passé de la NGAP à la T2A, donc je vais voir, je me dis, attention, j'ai été payé, est-ce que maintenant je le suis? Deuxième élément de discussion, pardon, le contrat du docteur Flamand. Alors c'est un cas un petit peu particulier, j'en parle un petit peu. Quand j'ai pris la suite du docteur Nourri, j'étais très content, j'avais son contrat, et en fait, le docteur Nourri n'avait pas fait le nécessaire pour qu'il soit accessible. Il devait être reposé par la recommandée d'accusé de réception, il ne l'a pas été. Donc la clinique me dit, écoutez, vous êtes bien gentil, monsieur Flamand, vous n'avez pas de contrat. Vous n'avez pas de contrat, hein, et vous devez subir le contrat de la clinique qu'on vous propose. Moi je dis non. Je dis non, et puis au moment de la plaidoirie, mon associé, le docteur Berthoud, va dire à l'avocat, vous foncez, mais il faut qu'à la sortie de ces plaidoiries, on ait reconnu que Flamand, il ait un contrat, et que ce contrat soit le contrat du docteur Nourri. Et là, il va se passer un élément que je n'ai toujours pas compris à l'heure actuelle. Notre avocat va parler sur le fait que j'avais racheté les parts, que j'avais exercé, tout ça, il parle, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et l'avocat de la partie adverse s'agace. Il s'agace, il dit, mais le problème n'est pas là. Vous voulez que Flamand ait le contrat de Nourri? Il l'a. Il l'a. Le problème n'est pas là. Il l'a. Il doit payer les aides opératoires, mais il l'a. Et là, mon avocat saisit le juge et dit, mais il parle d'aveu judiciaire, je ne comprends pas tout, ça s'appelle un aveu judiciaire, c'est-à-dire que ce qui est reconnu au cours d'une audience publique devient gravé dans le marbre et non susceptible d'appel. Voilà, donc l'aveu judiciaire a lieu pendant l'audience, j'ai le contrat de Nourri, c'est-à-dire le même que Berthoud, et ils ne pourront pas faire appel. Dans la discussion ensuite, la disparition du KFA et du KFB, je m'interroge, et avec l'avocat, on dit, attendez, il touchait un KFA et un KFB, la T2 arrive, que se passe-t-il? On va prendre une intervention, l'appendicectomie, qui était cotée à l'époque KCC 75 KFA. On va prendre le montant de l'époque et on va regarder en 2003 ce qui se passe et on se rend compte que le KFA, on n'avait jamais fait attention à ça, mais le KFA n'y est plus. Quand vous faites le calcul, et je vous invite à faire le calcul de vos différentes spécialités sur les KFA et les KFB de l'époque, que ce soit pour les colectomies, pour toutes les autres interventions, les KFA et les KFB avaient disparu. Et à l'époque, on ne s'est pas rendu compte parce que vous savez comment c'est. Vous remplissez des papiers, puis après vous cliquez sur des petits éléments, et puis voilà. Donc, les KFA et les KFB, ils ont disparu. Donc, ces majorations pour paiement de l'opératoire ne sont plus dans la T2A. Ils ont disparu. Et on va se pencher, notre avocat va dire, bon là il faut se battre, il faut étudier la T2A, il faut qu'on comprenne ce qui se passe, il faut bosser là-dessus, et on va y passer des soirées avec mon associé, là, on va lire, au lieu de lire de la chirurgie digestive, on va lire de la T2A, des éléments juridiques, on va lire à fond, et on va découvrir que le GHM est construit à partir de plusieurs éléments, et pour le faire simple, il y a un indice d'activité soignant. Cet indice d'activité soignant va définir ce qu'on appelle le personnel soignant bloc. Et ce personnel soignant bloc, vous pouvez chercher partout dans la T2A,
à aucun moment on ne vous parle d'aide opératoire. On vous parle de personnel soignant bloc. Et la clinique vous dit, ben écoutez, moi la T2A me paye une infirmière. Ils appellent la circulante, qui est donc le fait que le personnel soignant bloc est toujours égal à une personne. Et les autres, première aide, deuxième aide, ne sont pas payés. Donc je fouille bien dans la T2A et je me rends compte qu'il y a un indice d'activité soignant, et cet indice d'activité soignant, il n'est pas égal à 1. Il n'est pas égal à 1. Il peut être égal à 2, à 3, pendant 3 heures, pendant 4 heures, pendant 5 heures. Donc, en pratique, dans la T2A déjà, on se rend compte qu'au travers de l'indice d'activité soignant, dans le GHM, plusieurs personnes sont payées comme personnel soignant bloc pour être dans la salle d'opération. Après, vous leur donnez le nom que vous voulez. Vous l'appelez aide opératoire, vous l'appelez circulante, mais la personne n'est pas unique. Elle est plurielle. La convergence tarifaire. La convergence tarifaire, c'est ce que nous souhaitions quand nous avons bien lu la T2A. On s'est dit, mais alors c'est fantastique, on va avoir la convergence tarifaire, il va falloir m'expliquer comment, quand pour un même GHM, on paye la même intervention, le même tarif à l'hôpital, pourquoi à l'hôpital il y aurait un chirurgien, un interne, une instrumentiste et tout ça qui est payé dans le GHM, et pourquoi dans le GHM de la clinique, il y a une circulante et point barre. La convergence tarifaire n'aura jamais lieu, mais je croyais beaucoup à la convergence tarifaire. Et je vais donner un élément de réflexion au juge, je vais lui dire, voilà, on va faire la preuve par l'exemple. Une hystérectomie sous cystoscopie avec un curage lombo-aortique, c'est référencé dans les textes une intervention qui dure entre 4 et 5 heures. Il me faut une première aide et une deuxième aide, parce qu'à un moment donné, il y a 6 3/4, donc il y a besoin de 6 bras. La clinique va me le facturer avec 2 aides opératoires, 230 €. L'acte CCN, car je suis en secteur 1, est de 660 €, c'est-à-dire que la clinique me facture plus de 33% de mes honoraires pour l'aide opératoire. Et la clinique va percevoir en T2A pour cette intervention 18 000 € pour une intervention sous cystoscopie avec la patiente qui sort au 2e jour post-opératoire. Et là, l'avocat de la partie adverse va faire une première remarque, il dit non mais c'est un exemple comme ça sorti de la T2A, mais il y a d'autres exemples. Et la juge va lui répondre en audience, elle va dire oui mais à un moment donné si je dois chercher l'argent de l'aide opératoire, c'est pas dans l'acte du docteur Flamand que je vais le chercher, c'est dans le GHM de 18 000 €. Et si je dois le trouver quelque part, il est sûrement là. Le jugement en première instance. On a beaucoup travaillé sur la T2A, on a fait beaucoup de choses, en fait ça ne sert à rien. Parce qu'on se rend compte que ce qui va être appliqué, c'est le contrat. Le contrat, et on en revient toujours au contrat, et rien que le contrat. Alors, je sors quand même de l'audience avec un contrat, j'en avais pas en y arrivant. Donc je sors de l'audience avec un contrat, et c'est l'application du contrat, et rien que le contrat, la clinique fournira les aides opératoires en nombre et en qualité, conformément aux normes. La clinique, qui était la plaignante, devait prouver qu'elle n'était pas payée pour les aides opératoires. Elle n'arrive pas à le faire. Elle a parlé du CLAP, elle a parlé de tout, mais le juge dit non, non, la clinique, vous n'arrivez pas à prouver que vous n'êtes pas payé. Contrairement au défendeur, qui semble prouver, et là le juge est très réticent, elle ne veut pas aller trop dans le fond du débat pour ne pas être cassé, je pense, dans son jugement après. Les praticiens semblent prouver qu'ils ne sont pas payés pour les opératoires. Ça va aller en appel, bien entendu, et le jugement en appel va dire c'est l'application du contrat, on ne va pas plus loin. Et je reviens un petit peu en arrière, en 2015, donc application du contrat, et ce que vous faisiez mentionner tout à l'heure était très clair et a été mentionné par le rapporteur de la Cour d'appel, puisqu'il y a un rapporteur du dossier au moment de la Cour d'appel qui dit dans le contrat de Dr Flamand et Berthoud, il est mentionné qu'ils pourront, s'ils le désirent, faire appel à une aide opératoire à titre personnel, et à ce moment-là, ils en assureront la rémunération. Ils ne le désirent pas, donc ils n'ont pas à en assumer la rémunération. Donc en appel, application du contrat. Ça va aller jusqu'en cassation. Alors, cassation, j'y comprends rien, c'est très technique, beaucoup d'éléments, et il faut savoir en cassation que vous avez un premier élément qui est un procureur de la Cour de cassation qui va émettre un avis sur le dossier.
Et le procureur de la cassation va émettre un avis en disant, ben oui, les docteurs Flamand et Berthoud ont raison, et là, la clinique va se retirer. Pour pas que ce soit totalement jugé en cassation, la clinique se retire. La situation actuelle, ben, les docteurs Berthoud et Flamand ne payent pas l'aide opératoire. Il y a eu un changement de direction, il y a une mise en conformité des locaux. Nous avons accepté l'augmentation de 300% du loyer, c'est normal. Les locaux ont été mis aux normes. Et nous payons une redevance de 4% pour les honoraires. Et nous payons le ménage. Alors là, j'ai mis 3 petits points de suspension parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était la clinique qui se faisait escroquer par la société de ménage, qui se facturait. Et quand on voulait nous augmenter, on est allé au fond du débat et on avait la femme de ménage la mieux payée du monde. Elle touchait 3 000 € par mois à mi-temps. Toujours dans la situation actuelle, nous avons intégré un 3e praticien dans notre CCP, c'est le docteur Damien Louis. Alors là, c'est intéressant parce qu'on intègre un nouveau praticien. Quel contrat va-t-il signer? Le nôtre, qui remonte à 1975, ou celui de la clinique? Alors, comme c'est un jeune qui arrive, on en a marre des conflits, on en a ras-le-bol, et on dit non, tu vas signer le contrat de la clinique, signe le contrat de la clinique, et on verra après. Il signe le contrat de la clinique, mais je négocie en disant, attendez, vous êtes bien gentil, moi j'intègre un jeune praticien, donc pendant 3 ans je lui garantis des revenus, donc pendant 3 ans je ne paie pas de charge. Je ne paie pas de charge et je ne paie pas d'aide opératoire. La clinique a dit d'accord. Fin septembre 2020, la clinique va facturer des aides opératoires à la SCP. Donc, que va-t-on faire? On ne sait pas encore, on ne l'a pas décidé. On n'a pas décidé, mais là on est un peu piégé parce que dans le contrat, il y a marqué que la clinique pourra facturer des aides opératoires à la clinique, aux chirurgiens. Donc on ne sait pas encore, on n'a pas décidé de ce qu'on allait faire. Donc en conclusion, le contrat, et rien que le contrat. Il faut toujours faire, ce que disait Maître tout à l'heure est très vrai, faites très attention à la signature du contrat, à la rédaction du contrat. Et je vous ai mis quelques articles, mais grosso modo, c'est la clinique s'engage à fournir les éléments nécessaires pour réaliser les actes conformément aux normes. Le contrat du docteur Louis, qui est notre 3e associé, c'est la même chose. Et il y a une liste de prestations spécifiques. Dedans, il y a la liste du paiement des aides opératoires. Et là, d'emblée, il y a une faille dans le contrat, c'est que l'aide opératoire est consubstantielle à l'exécution de l'acte. Et comme l'aide opératoire est consubstantielle, on ne peut pas le facturer, je pense, en sus. Voilà, donc ce sera vraisemblablement l'élément de plaidoirie s'il doit y avoir un futur conflit là-dessus. Voilà, je vous remercie.